Merci, mesdames. On se démasque, on a la chance de pouvoir enlever nos masques. Édith Kabouya, scénariste, traductrice de ce texte, notamment. Marie-Lou Craft, aussi scénariste, dramaturge. Tu as été impliquée dans la pièce King Dave qui a été présentée un petit peu plus tôt ici cette année et qui repart en tournée. Je suis contente d'être à vos côtés parce qu'on a toujours des belles discussions. On se retrouve à chaque mois du mois de l'Histoire des Noirs pour échanger. Alors, on va le faire encore ce soir. Je vais prendre une petite seconde juste pour ouvrir mon petit document. En attendant, peut-être, mesdames, je vous demanderais de me parler de vos premières réactions. On vient de vivre quand même un moment théâtral assez puissant, là. Alors, Édith, toi, tu connais déjà bien le texte. Alors, de le voir comme ça maintenant sur scène, comment tu réagis à tout ça? C'est sûr que moi, ça fait quand même 3 ans que je suis dans ce projet. Donc, la fébrilité de le vivre sur scène, enfin, de le voir vivre, de le voir jouer. Je ris toujours aux mêmes scènes. J'ai les larmes aux yeux aux mêmes scènes, aux mêmes répliques. Donc, c'est comme... Je n'ai pas d'enfant, mais c'est comme accoucher et voir son enfant grandir. Ah oui. Pour moi, c'est un peu cet effet. Ouais. Bien, j'aime que tu mentionnes l'aspect des fous rires parce qu'on en a eu de nombreux malgré la dureté du propos et des réflexions. Et avec le contexte actuel, là, je trouve que cette pièce nous chamboule encore plus. Marie-Lou, à ton tour. Moi, je découvre la pièce ce soir, donc c'est vraiment complètement à vif. Puis en plus, je suis super intimidée et par l'émotion et par la splendeur de la traductrice qui est à mes côtés. Avouez. Totalement. Donc, moi, je commence avec le gros compliment, mais c'est vraiment, je pense que, ben oui, l'émotion puis la qualité du travail, mais je pense que très rapidement, comme ça, je dirais aussi l'ampleur du travail un peu invisible qui mène à l'existence d'une pièce comme ça, parce que je sais que c'est pas gagné d'écrire des pièces comme ça pour des personnes noires, de les traduire, de les interpréter, merci, de parvenir à la scène et d'arriver à vraiment avec des grands moments d'émotion, de réussir à dire des réalités qui sont tellement profondes, complexes, difficiles, qu'on n'arrive pas à nommer avec précision, hors contexte, sans craindre les réactions. Et là, d'exposer ces émotions très vives, cette douleur très vive, cette lutte très vive, cet amour très profond sur une scène, je sais que c'est pas gagné. Puis aussi, je crois que toutes les personnes qui participent au projet, toi, Edith, l'équipe d'interprètes, c'est des personnes que je crois que je croise souvent dans des contextes de lutte ou de difficulté, en fait, et que je sais que vous êtes des personnes incroyablement talentueuses, que j'ai envie d'entendre, que j'ai envie de voir. Et le fait de pouvoir être rassemblés devant la célébration d'une parole, d'un discours, d'un art, et que vos talents puissent briller, moi, ça m'émeut profondément à chaque fois. Donc, ma réaction à vif, c'est ça. Merci. C'est légal? Je pense pas que ce soit légal, mais je pense que c'est bien senti. Mais en fait, je trouve ça beau d'assister les filles à ce moment d'émotion parce que c'est aussi beaucoup ce qui m'a touchée, moi, de cette pièce-là, c'est les doutes, c'est la fatigue, c'est les remises en question, c'est se demander si on avance vraiment, c'est si on fait les bons pas pour avancer et de le voir à travers cette pièce-là ce soir et de se rappeler que le combat de Dr. King au moment où il est décédé, c'était beaucoup ça, cette fatigue, ces doutes, se sentir vidé du militantisme. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans cette posture-là présentement de cette fatigue et ces doutes. Et tant mieux, il y a le théâtre pour célébrer cette parole. Donc, du sommet de la montagne, parfois, il y a des petits creux, hein, puis je pense qu'on a assisté à ça ce soir. Protestation pacifique
protestation moins pacifique, protestation plus mordante, la parole, les marches. C'est sûr que là, quelques jours après Ottawa, où on a assisté à un 2 poids, 2 mesures sur l'acceptabilité des manifestations, j'ai envie de vous entendre là-dessus, sur où vous en êtes, vous, sur la façon de continuer cette course à relais qu'a entamée Martin Luther King. Je réponds un peu de travers à ta question, mais le doute, mais aussi, il y a des moments dans la pièce où il nomme qui veut juste faire, qui veut juste être pasteur dans sa petite, tu sais, il veut juste sa petite communauté, faire ses petites affaires. Je pense qu'il y a un truc aussi dans l'activisme où c'est tellement soigné, il faut tellement faire attention à ses discours, réfléchir à ses stratégies, à qui on parle, comment. Des fois, collaborer avec des personnes qui vivent la même oppression que nous, avec qui on n'a pas nécessairement d'affinité autrement, ou on n'a pas les mêmes méthodes, et faire tellement de travail pour arriver à concilier les différents points de vue. Puis souvent, les contre-coups sont un peu invisibilisés jusqu'à ce qu'il y ait une tragédie et que des gens soient tués. Mais il y a aussi tout ce qui mène au trauma. En fait, moi, c'est vraiment les réactions qu'on voit très bien dans la scène, d'avoir peur des orages, d'avoir peur des coups de téléphone, d'avoir peur de... C'est très, très, très traumatisant comme stress, je crois. Puis je pense pas que personne veuille faire de l'activisme, en fait. Je crois qu'il y a des gens qui sont motivés par l'amour, la justice et qui veulent mieux pour les autres. Mais je pense pas que... Tu sais, je pense que quand des personnes qui sont opprimées en viennent à dire « Ah, fuck, ce qui nous opprime », c'est pas de la haine, c'est pas contre qui que ce soit, c'est que s'il n'y avait plus de situation d'oppression, s'il n'y avait plus cette injustice-là, ben c'est fini, là. Martin Luther King peut enfin se concentrer sur sa communauté, puis la pauvreté, puis les problèmes qui sont dans une société nécessairement, mais on est activiste parce qu'on aime les gens, puis on veut mieux. Puis on ne veut pas avoir la gloire et les éloges, on veut que ça aille mieux et que notre travail soit plus nécessaire. Ou tant qu'il sera nécessaire qu'on puisse le poursuivre. Puis je crois que cette fatigue-là, elle est très grande. Puis c'est pas... oui, on veut que les gens prennent le relais, mais pas seulement dans la lutte, mais on veut que les gens qui ont le pouvoir de changer les choses aussi, qui profitent de privilèges, fassent cette lutte-là aussi avec nous qui sommes fatigués, pour qu'on arrête de se fatiguer, je pense. Puis aussi, ça me fait penser à tout l'amour qu'il y a dans cette pièce-là, entre les personnages et qu'on sent même à l'extérieur. Pour moi, c'est aussi un espace de lutte qui est important pour moi, là, de prendre soin de nous. Puis là, on va pouvoir prendre soin des gens. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'empêcher de m'éterniser en arrivant. Bonjour. Sharon James. Bonsoir. Didier Lucien. On vous voit pas très bien. Ouais, Merci à tous les deux de vous joindre à nous après cette époustouflante prestation, ce puissant moment de théâtre qu'on vient de vivre ensemble pour continuer à discuter sur les planches du théâtre, mais voir comment ce discours-là s'articule dans la vraie vie. Et puis, on va prendre quelques minutes pour continuer. On a déjà commencé avec les collègues ici, Marie-Lou Craft et Edith Kabouya. On en était rendu à vanter votre performance, je crois. Oui. À quoi? À vanter votre performance. Prochaine question. Ben oui, j'en ai des questions, j'en ai pas mal d'ailleurs. Comment on aborde de grands personnages comme un ange qui peut appeler Dieu sur son cellulaire et à ses côtés Martin Luther King? Prends ton heure pour répondre. Oui, oui, c'est ça. Premièrement, l'approche, c'est jamais été comment je vais faire pour faire un ange, ça n'a jamais été ça. De toute façon, je pense que Catherine Hall, quand elle a écrit, c'était vraiment avec sa mère en tête. Je ne veux pas le nom de Camille, c'est le nom de, c'est le nom de sa mère. C'est aussi une représentation, ça c'est mon interprétation, une représentation de toutes les femmes noires afro-américaines de cette époque-là. En tout cas, dans cette bulle-là. Donc, je trouvais que
c'était plus sage pour moi de faire une approche beaucoup plus humaine et plus proche de moi, finalement, que d'aller chercher quelque chose de bien trop ésotérique. Dans l'au-delà. Exact. De ramener ça à quelque chose de très humain, parce que la pièce, c'est ça. C'est deux êtres humains qui se rencontrent. Donc, c'est pas si dur que ça. Il y a du travail, mais quand même. Martin Luther King, comment on aborde ce personnage-là, bon, sachant bien sûr que c'est une nuit fictive, là, Oui, donc mais il y a c'est peut-être... ce qui aidait, parce que c'est pas comme Bohemian Rhapsody, là, où on rejoue un moment que tout le monde a déjà vu. Il n'y a rien là-dedans qu'on a déjà vu. On voit le personnage dans ses discours, dans ses entrevues, mais comment il est dans le quotidien, puis les choses que je lisais sur lui, comme quoi qui est extrêmement drôle. Personne ne sait ça. Tu sais, il fumait pas mal. Personne ne sait ça. Tu sais. Il n'y a jamais de cigarette. Fait que j'ai aucune idée même comment il la tient, sa cigarette. L'autre chose, c'est que je trouve pas que... cette approche-là, elle fonctionne pour les films. L'imitation, puis là qu'on fasse comme « Ah, il était pareil ». Ça ne peut pas être ça pour une pièce de théâtre, parce que c'est comme Macbeth ou n'importe quel gros rôle comme ça. Peu importe qui peut le jouer. Et on prend la personne qui l'a pour essayer de refléter l'âme du personnage et non pas la physicalité. Fait que si des fois, oui, il y a des gestes, des fois qui sont intéressants, mais j'étais plus ou moins intéressé par ça. On est au théâtre, puis ce qu'on voit, c'est vraiment mon corps à moi, ma voix à moi. Fait que c'est ça l'outil que j'ai, puis je n'y ressemble pas. Mais il y a peut-être des parties dans moi que je peux utiliser pour la moustache, que je peux utiliser pour le faire. C'est ça, c'est pas une approche documentariste. Puis, mais sachant qu'il y a tout ce propos, qu'il y a tout cet écho aujourd'hui, en 2022, du propos. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du legs de Martin Luther King. Comment vous avez abordé tout ce message, cette trame de fond, cette portée, cette réflexion que chaque personne qui va sortir du théâtre va avoir à raisonner? Mais je vais parler. C'est intéressant parce que j'ai été obligé de faire de la lecture, pas mal, parce que c'est pas comme si c'était un personnage que je connaissais bien à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'a pas eu de cours là-dessus. Fait que j'ai lu pas mal et je suis encore en train d'écouter ces discours. Et je me suis questionné sur quand je parle de l'amour radical, féroce, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un concept qui existe, que je ne connaissais pas. Fait que je lis là-dessus, puis j'essaie de m'imprégner de cette idée-là de ne pas répondre à la violence par la violence, parce que ça perpétue le cercle de la violence. Fait que c'est ça, l'idée de l'amour. C'est un amour qui est sans retour, qui n'est pas compétitif et qui n'a pas besoin d'avoir une réponse. C'est quelque chose qu'il faut que tu donnes gratuitement et totalement. Mais ça n'a rien à voir à ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est intéressant. Ça n'a rien à voir avec la haine. Mais tu peux ne pas aimer quelqu'un. Parce qu'en anglais, les termes sont tellement pas pareils. En anglais. C'est like ou love. C'est pas pareil. Nous autres, on utilise les deux en français, mais il pouvait ne pas liker quelqu'un, mais l'aimer quand même. Ce qui était quelque chose qui est au-delà. Ça empêche un, empêche pas l'autre. Fait que, tu sais, juste ces concepts-là, wow, ça fait comme... Parce que je suis tellement pas comme ça. Fait que ça me fait creuser, ça me fait me questionner. Le show me fait me questionner, puis le personnage se questionne aussi pendant la pièce. Fait que ça, c'est intéressant de jouer des personnages comme ça parce que tu peux vivre au moment présent en le jouant. Être questionné toi aussi en même temps. Puis, donc, je sais que si je vais là, le public devrait suivre, tu sais, quelque part, là, cette route-là. Puis, c'est ce qui est le fun au théâtre, je pense. De sortir de là puis de continuer de se poser des questions. Ben oui. Qu'il n'y ait rien de fini. Il est figé. De figé, oui. Fait que, Sharon, comment tu as abordé la portée du propos? Je vais être très franche avec vous. Je ne veux pas, ce propos-là a toujours fait un peu partie de ma vie. C'est pas comme s'il fallait que tout d'un coup, du jour au lendemain, il fallait que je l'aborde. Martin Luther King fait partie de
c'est une figure, puis pas juste lui, mais toutes les figures puis les discours, puis les messages ont toujours fait un peu partie de mon entourage, de mon éducation, de ma propre curiosité. Ouais. Donc, mais j'ai une question pour toi par rapport à ça, parce que moi, mettons, chez moi, j'ai plus lu sur Malcolm X. moi, c'était plus Martin. J'ai plein de livres de discours, puis j'ai comme vraiment beaucoup de stock là-dessus. Ouais. Mais je connaissais pas la philosophie de King. Toi, est-ce que tu connaissais celle-là? Oui, c'est ça. Chez nous, c'était plus Martin. Laisse faire. Ce qui est très drôle. Ben, Je dis alors, ça, puis- abordons-là cette question-là, les deux clans, là, Malcolm versus Martin, il y en a un qui est beaucoup plus dans le côté pacifiste de la lutte, l'autre est beaucoup plus dans il faut enflammer la lutte. Est-ce qu'on peut concilier les deux? Est-ce qu'il y a nécessairement deux camps? Moi, je vais vous entendre là-dessus, mais moi, j'ai mon idée après. OK. Marie-Lou? Mon Dieu, c'est intimidant. Non. Mais je pense qu'il y a ça revient à ce que ce à quoi ça m'a fait réfléchir, en fait, c'est qu'il y a une tendance dans le militantisme encore maintenant à opposer les gens. C'est comme si vraiment, là, ça part de deux endroits différents et c'est complètement différent, alors que les deux sont dans la résistance, en fait. Les deux veulent mettre fin à une violence subie. Et Malcolm X était plus dans le, si on m'agresse, pourquoi est-ce que je pourrais, il faudrait que je me laisse assassiner? Alors que Martin Luther King était vraiment dans quelque chose de plus, où il faut s'aimer, mais en même temps, on a accès maintenant à ces réflexions. Et, je pense notamment à une lettre qu'il avait écrite en prison au pasteur blanc, où il disait, je pense que de plus en plus, je réalise que notre plus grand ennemi, c'est peut-être les personnes blanches modérées, celles qui ne sont pas en train de dire « bonjour, je suis raciste », mais celles qui disent « oui, je suis vraiment, vraiment pour la justice, mais il faudrait quand même respecter l'ordre, et puis il y a un temps pour toute chose, puis attention avec les manières. Je veux juste pas qu'il y ait de conflit, je veux pas qu'il y ait de tension. » Et en fait, ce serait pas l'absence de tension ou de conflit qui est la véritable paix, mais un travail actif. Et je pense qu'il y a différents activistes vont avoir peut-être des méthodes différentes d'être actifs. Ça dépend aussi beaucoup de l'expérience vécue. Je pense que c'était très intéressant aussi dans la pièce, le conflit de classe entre les deux. Et puis, la personne qui est plus privilégiée ou qui a accès à un entourage pour le protéger, peut-être peut dire plus de choses, alors que la personne qui n'a aucun système de défense et qui est complètement abandonnée par la société, est-ce qu'elle peut vraiment se mettre en danger à ce point-là? Peut-être que celle-là va vouloir plus résister, se défendre. Malcolm X était vraiment dans on devrait avoir le droit de s'armer s'il y a des armes contre nous. Mais c'est sûr que hors contexte, « hey, je veux m'armer », ça sonne super dangereux. Puis c'était justement ça l'argumentaire du FBI, mais ultimement, je pense que s'il n'y avait juste pas d'armes contre les personnes noires, est-ce que vraiment Malcolm X serait en train de prôner ça? Je pense qu'il y a cette dimension-là aussi qui est souvent effacée quand on aborde un enjeu par l'effet très, très, très dramatique, mais en même temps, et Malcolm X et Martin Luther King, peu importe à quel point on met de l'avant qu'il était très pacifique, maintenant, c'était dérangeant et les deux ont été assassinés au même âge. C'est quand même très, très fort avec le recul de constater ça. Oui, vas-y. Moi, personnellement, je suis la philosophie que ma mère m'a toujours apprise, qui est si quelqu'un te frappe, tends-lui l'autre joue. Et quand je lui ai demandé, mais s'il me frappe l'autre joue, elle m'a répondu, donne-lui un bon coup de pied dans les gosses à ce moment-là. C'est ma philosophie. C'est vraiment un mix des deux, en fait. C'est un mix des deux. Mais blague à part, je ne suis pas une très grande communicatrice. Ma plus grande arme, ma plus grande force, c'est ma plume. Ma plume s'exprime pour moi. Ma plume tranche pour moi. Ma plume fait verser beaucoup plus de larmes et de sang que les coups, que les marches. En tout cas, pour moi, c'est ma meilleure façon de m'exprimer. Un peu comme dans la pièce, je veux juste faire ma job. Mais évidemment, étant noire, je suis frappée souvent des murs, malgré ceci. Et c'est seulement à travers
pour moi, ma plume, que je peux changer les choses. Pour moi, cette pièce dit exactement tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai envie de dire. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Elle est là. Elle va affecter les gens qu'elle va devoir affecter, ou elle va laisser indifférents certaines personnes qui vont laisser indifférents, mais il y a un message et un impact qu'encore aujourd'hui, on peut constater. Donc, pour moi, cette question de militantisme, d'héritage, qu'est-ce que Martin Luther King nous a laissé, mais le fait de pouvoir jouer une pièce sur lui et toucher encore des gens et pouvoir dire exactement ce qui est en nous, de pouvoir carrément remplir une salle de blancs et crier « fuck les blancs » devant eux. Il y a un applaudissement là-dessus. Yes. Mais je tiens quand même à dire que c'est pas tant « fuck les blancs » qui a dit que « fuck la haine »,« fuck le racisme »,« fuck la fatigue que je ressens »,« fuck ce que je dois vivre chaque jour ». Voilà. On aurait aimé que sa parole devienne désuète, en fait. Ouais. Oui, exactement. C'était très étrange de traduire cette pièce en plein milieu des manifestations Black Lives Matter, quand on est bombardé d'images violentes, d'articles violents, confinés, pandémie, et de se dire, mais il n'y a rien qui change. C'est exact. Pour vrai, pendant un moment, j'étais terrorisée. Les choses ne changent pas du tout. Tu mettrais les images de Martin Luther King en couleur, c'est la même époque. Mais sans vouloir kill le jazz de tout le monde ce soir, oui, il y a de l'espoir, il y a des changements qui se font, mais je crois que ce n'est plus à nous de prendre la parole, ni à prendre de l'action. Je crois que en tant que Noir, on devrait, là, en ce moment, se reposer, se guérir. Ce n'est plus à nous de porter le fardeau. Je crois qu'on en a assez fait, en fait. Et assez parlé, assez fait de tables rondes, assez fait de panels, assez fait d'entrevues là-dessus. Entendez-nous, la pièce, elle est là pour vous faire réfléchir et faire changer les choses. Mais je crois que, ouais, on est rendu à se reposer et guérir. Ouais. J'ai envie de, peut-être, je pense quand tu dis ça, je pense à Toni Morrison, qui décédée en 2019, une grande autrice afro-américaine, qui disait notamment que, oui, le racisme, la haine, mais sa fonction première, peut-être la plus tragique, c'est sa fonction de distraction. Parce que tant qu'on subit le racisme, on subit des agressions, bien sûr, mais on subit aussi la dépossession de ce qu'on a à dire, en fait. Puis toutes ces personnes-là qui sont, peu importe leurs moyens de lutter, que ce soit par la plume, que ce soit par ou les artistes, je trouve que souvent nos forces sont canalisées dans, justement, de parler de notre condition. Alors que je pense que je reviens au fuck les blancs, mais c'est quand même tellement évocateur. C'est aussi le fait de savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas touchées par ces enjeux de racisation-là. Donc, si on parle de racisme, si je ne suis pas une personne qui le subit, je pourrais décider de ne jamais en parler. Je pourrais ne jamais avoir à parler de ce que je vis en tant que personne blanche. Je pourrais ne pas savoir qu'est-ce que je vis en tant que personne blanche, alors que quand on est des artistes noirs, je veux dire, on est toujours appelés à en parler. Puis je pense qu'il y a quand même quelque chose si on se détourne de cette distraction-là et qu'on reprend la plume, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on se repose, qu'on crée, il y a quelque chose là qui est beau et grandiose. Puis j'aimerais qu'on puisse attirer autant de gens quand on crée ce qu'on a envie de créer. Et que ce soit aussi médiatisé peut-être que les grandes manifestations aussi. Amen. Amen. Amen.
J'ai envie de revenir à la parole de Martin Luther King. C'est sûr que nous, ici, on est en contexte francophone où les personnes noires n'ont pas le même background qu'aux États-Unis des années 60. Quel parallèle on peut faire aujourd'hui de sa parole dans notre contexte ici, francophone, davantage diasporique? Pour moi, Martin Luther King, c'est pas une personne qui, sa seule et unique vocation, c'était les droits civiques des Afro-Américains. Martin Luther King, c'était déjà, pour moi, de mon interprétation, était déjà dans l'intersectionnalité, était déjà dans une lutte qui était au-delà de simplement une affaire de couleur. Sachant ça, c'est pas juste une affaire américaine. Elle est humaine. C'est un combat humain. Ce qui fait que c'est encore plus beau. Ouais. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que souvent, quand on parle des figures marquantes, certaines personnes qui connaissent moins les enjeux vont dire « Ouais, ben c'est pas notre réalité ici, on n'a pas vécu ce qui s'est passé aux États-Unis. Ici, c'est moins pire. » Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on aille sur ce terrain-là. Là-dessus, par contre, parce que c'est quand même toujours plus facile de regarder à côté, parce que quand c'est pas dans notre cours puis qu'on a l'impression on peut vraiment rien faire par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être plus facile de voir les injustices. Alors que une chose que j'ai envie de nommer, c'est que quelques mois avant son assassinat à Montréal, il y a eu à l'époque la plus grande manifestation étudiante de l'histoire du Canada à Montréal. À l'Université Concordia, qui s'appelait à l'époque Sir George Williams, et il y avait des étudiants noirs qui étaient victimes de racisme de la part de leur prof de biologie. Donc, c'était un cours de sciences. Et ces étudiants-là ont constaté que pour des examens de biologie, avec des réponses très nettes, il y avait systématiquement des moins bonnes notes que leurs camarades. Et il y en avait un, si je me souviens bien, qui avait comme triché juste pour voir et qui avait vraiment, avec un étudiant blanc, les deux avaient vraiment fourni les mêmes réponses à un test et les deux n'avaient pas eu la même note. Et ils ont essayé de faire un processus de plainte et ça n'a jamais fonctionné. Et ça s'est envenimé, et ils ont fini par occuper le laboratoire d'informatique de l'université avec plein de gens, étudiants qui étaient activistes parce qu'il y avait un très fort mouvement militant à Montréal à l'époque des droits civiques. Et ça a vraiment fait une grosse... c'était vraiment une immense manifestation à l'époque et ça a culminé quand il y a un feu qui a été lancé dans le laboratoire d'informatique alors que les gens l'occupaient et les portes étaient barrées. Et pendant un instant, ils étaient sûrs qu'ils allaient tous mourir là. Et il y avait beaucoup de gens dans la rue qui s'étaient rassemblés à Montréal et qui criaient, qui invectivaient les gens qui manifestaient et qui criaient de les laisser brûler. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la porte soit défoncée et ils ont pu s'en sortir. Et par la suite, ils se sont fait accuser d'avoir mis le feu au laboratoire d'informatique où ils étaient prisonniers, en fait. Et ça, c'est une chose qui est arrivée à Montréal pas mal en même temps. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, maintenant, est-ce que vous saviez ça? C'est pas très courant, c'est pas très connu, ça a été un peu effacé. Et là, maintenant, quand on entend parler de Martin Luther King, des droits civiques aux États-Unis, on a tendance à penser que il n'arrivait pas des choses comme ça ici. Mais en fait, oui, c'est juste qu'on ne les a pas archivées parce que pourquoi? On a honte. On a honte d'avoir crié dans la rue, de les laisser brûler. Quand on dit maintenant, aujourd'hui, qu'on a du mal à dire le mot haine dans les écoles, en fait, c'est que laisser-les brûler, c'était laisser-les le mot haine brûler. C'est ça que les gens criaient dans la rue et ça a vraiment été rapporté dans les journaux même. C'est très intense. Puis, je pense qu'il faut toujours remettre en question, est-ce que c'est vrai que ça n'arrive pas ici? Où est cette histoire-là? Où sont ces paroles-là? Parce que ça arrive beaucoup. Puis même je parle du mot haine, Pierre Vallière, je veux dire, la raison pour laquelle il réfléchissait à ces choses-là et à la condition au Québec, c'est parce qu'il était très impressionné par ce qui se passait aux États-Unis, puis il y avait des connivences, les gens se parlaient, ça circulait énormément et ça résonnait ici. Il y avait énormément de... Les gens activistes afro-américains, les droits civiques, s'étaient réunis aussi à Montréal pour parler de ces enjeux-là l'année avant, je crois, son assassinat, Martin Luther King. C'est une histoire qui est passionnante, puis qu'on ne sait pas, il faut vraiment fouiller. Puis... voilà, ma réponse très longue à cette question-là. Et très éclairante, merci. Mais en même temps, tu nous fais réaliser, puis cette histoire, je la connaissais, je ne sais pas
comment, mais je l'ai su. Mais ça nous fait réaliser à quel point qu'il y a une très grande histoire afro à Montréal, même au Québec, qu'on ne connaît pas. Parce que c'est pas la seule histoire. Et du militantisme, des combats, des discours, des marches, il y en a eu. Mais comment ça se fait qu'on les a pas entendus? Fait que de dire que genre, c'est pas chez nous, ça, c'est faux, c'est juste parce que vous le savez pas. Didier, est-ce que d'accepter ce personnage et ce rôle, c'est une façon de garder cette parole vivante et de justement poursuivre en quelque part le legs ou à tout le moins la discussion? Ou c'est... parfois, là, ça peut juste être du théâtre. Hein? Bien, ça fait qu'il y a plus de noir dans la salle. Oui. Ça fait du bien, ça, parce que je pense que j'étais tanné de jouer juste dans un public blanc. C'est pas que j'aime pas les... Mais il manquait quelque chose. Fait que déjà là, il y avait ça. Ensuite, la parole de Martin Luther King, génial. Puis la pièce est tellement bien écrite d'avoir... c'est bien le fun d'être des bons acteurs, mettons. Mais si t'as pas... C'est comme les pilotes automobiles. S'ils n'ont pas la voiture, ils gagneront jamais. Fait que d'avoir des miettes par-ci, par-là, all right, mais ça ne fait pas de toi, tu ne deviens pas l'acteur que tu es supposé être. Il faut avoir des gros morceaux et des grands personnages, des personnages qui ont quelque chose à dire de profond, d'assez profond, qui fait que c'est presque plus facile à jouer. Parce que le texte résonne dans toi. Et c'est ça qu'on nous empêche de faire. Et que là, juste ça, pour moi, ça fonctionne avec ce personnage-là. En plus, doubler de ça, de dire ça à Montréal, ici, c'est extraordinaire. Fait que, oui, il y a quelque chose de cool là-dedans. Je seconde. Une révolution par le théâtre. Oh yeah. J'y crois, en tout cas. Est-ce que aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous, mais aussi dans votre entourage, s'approprient la parole de ce monsieur des années 60? Est-ce qu'elle est encore, oui, tout à l'heure on disait qu'elle est encore pertinente, mais est-ce qu'elle est encore adaptée aujourd'hui, en 2022? Est-ce que c'est ce message-là qu'on doit continuer à perpétrer ou il y a de nouvelles voix qu'on préfère entendre? Je ne sais pas qui veut se lancer. Marie-Lou, Edith? On n'a pas encore réglé celles qui sont amenées par cette voie-là. Fait qu'on n'a pas besoin d'inventer grand-chose. Il y a la plupart des choses qui disaient, ça n'a pas vraiment bougé. Fait qu'il faut encore répéter. Puis, et répéter jusqu'à ce que ça finisse par rentrer clairement. Ou, comme Camille l'a dit une fois dans la pièce, créer nos propres cafétérias, nos propres cantines. En ce moment, ce que je vois, que ce soit des artistes ou des entrepreneurs, c'est de faire fuck it, I'll do it myself, I'll get it by myself. De voir des films qui sortent comme Get Out, de voir des black entrepreneurs. Fuck it, we're just doing it anyway. C'est une forme d'activisme. Totalement. Et ça marche. Donc, moi, c'est un peu ça l'héritage que je vois, mais aussi l'attitude que je vois dans notre génération, surtout là, on est tanné de parler, de se répéter, ben, on va faire nos choses nous-mêmes, puis on n'a pas besoin de personne. Je repense à l'image du relais dans la pièce, puis ça me parle beaucoup, mais je dirais que pour moi, le relais, c'est pas qu'on passe le relais, puis là, on disparaît. Moi, je tire quand même beaucoup d'espoir dans le passé puis dans le futur. Je sais qu'il y a dans des traditions autochtones, j'ai beaucoup entendu des gens dire tout ce qu'on fait, on le fait pour cette génération avant, cette génération après. Puis je pense beaucoup à cette image-là qui me parle énormément. Puis c'est ça aussi le rêve de Martin Luther King. Je pense que c'est pas seulement la libération, mais c'est
de vraiment voir ces prochaines personnes-là qu'on ne peut pas du tout imaginer la vie qu'ils peuvent vivre, mais on veut quand même faire quelque chose pour eux. Puis je pense que cette génération plus tard, quand on est vraiment découragé de l'histoire qui se répète, bien, on regarde cette génération avant, puis on fait « Ah ouais, eux aussi, ils ont douté dans une chambre d'hôtel, puis ils n'étaient pas sûrs, puis voici comment ils se sont aidés entre eux, voici comment ils se sont soignés, ils se sont donnés du soutien, voici comment ils ont dénoué les choses difficiles. » Puis de savoir qu'on n'est pas les premiers à avoir vécu ça, c'est décourageant, mais aussi on n'est pas les premiers à avoir surmonté, puis de trouver, puiser un peu des forces dans le passé, puis d'appliquer ce savoir-là à une force nouvelle. Moi, ça m'encourage beaucoup parce que je pense que, je sais pas, moi, je me suis souvent perçue comme une jeune ou la jeune génération, mais non, mais là, il y a plein d'autres jeunes. Là. Je suis vraiment plus jeune. Puis moi, je suis là, puis des fois, je suis comme, non, mais ça se fait pas. Ça, tu peux pas dire ça, ça va jamais être reçu. Là. Moi, j'ai déjà dit ça, puis hey, ça passe vraiment pas. Puis après, je vois des plus jeunes qui sont comme, pourquoi? Fuck, je vais juste le faire, puis ça marche. Puis je fais, ah, OK, oui, il faut pas que j'oublie que. C'est pas parce que j'ai vécu quelque chose puis que j'ai frappé un mur que ça va arriver à nouveau, mais en même temps, j'ai un certain savoir que je peux transmettre. Puis, je peux aussi prendre de ce pouvoir-là ou cette force-là ou cette irrévérence des plus jeunes. Puis, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui circule. Puis, les plus jeunes, des fois, ils peuvent vraiment bénéficier de relire des speeches de Martin Luther King. Puis, c'est jamais, ça disparaît pas, là, tout ça. Puis, ça peut être réactualisé. Oui, mais non, j'ai comme une réfléchit à réaction. voix haute, hein? Parce que ça dépend toujours de la même chose dite par quelqu'un. On ne sait pas par quelle bouche ça va être le mieux entendu. Fait que des fois, tu répètes quelque chose à quelqu'un, la personne ne comprend pas, quelqu'un d'autre arrive, dit la même affaire, tu fais, ben, c'était ça que je disais. Et fait que ce relais-là, le discours ne sera peut-être pas nécessairement avec les mêmes mots, mais va quand même vouloir évoquer la même chose. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je pense que les autres générations, ce avec quoi ils peuvent arriver, c'est peut-être une meilleure façon de communiquer le message, d'aller rejoindre plus de monde encore. Ce serait le fun. Qu'est-ce qui doit être dit? Arrêtez de niaiser. Non, ben, qu'est-ce qui doit être dit? Pour moi regarde, c'est niaiseux, mais moi, je vois les choses je suis un peu comme cutthroat. C'est comme l'équité salariale. Là. On n'a pas besoin de s'asseoir encore 10 fois à une table pour décider que l'équité salariale se fait. Il faudrait qu'on s'assoie pour qu'on fasse... C'est-tu réglé? OK, merci, on passe à d'autres choses. Il y a des no-brainers. Et c'est juste, il y a juste du monde qui ralentisse le processus. Fait que, tu sais, j'ai pas approuvé à quelqu'un que je suis capable de jouer. Car si ça tente pas, si toi tu penses ça, fuck you. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est tout. Moi, Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, non, mais moi, ça me parle, parce que tu l'as dit d'une façon que là, tout d'un coup, ça me rejoint. Là. C'est exactement comme ce que tu disais. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose dans le doute qu'on voit, Moi, j'aime beaucoup ça dans la pièce, puis vous le faites vraiment bien de... Ben moi, je pensais que tu étais parfait, puis non, mais c'est ça que c'est, tu sais. Puis je trouve qu'on voit pas beaucoup ça. On a vraiment tendance à être très binaire, là. Il y a les bons qui sont très bons, les méchants sont très méchants, puis je pense que ça fait beaucoup de tort. Il y a des racistes, il y a des pas racistes. Ça n'existe pas, ça, des racistes, des pas racistes. Il y a des... Je veux dire, moi, des fois, là, je dis des affaires, puis je fais, voyons, il faut qu'on se remette en question. On blesse des gens, puis des fois, c'est correct d'être inconfortable. Il n'y a pas comme quelque chose de grave si on est inconfortable. Moi, j'en dis des fois des énormités, on peut me le dire, puis je vais me sentir mal, puis je ne vais pas dormir, puis là, après ça, ça va me motiver à faire mieux, Colin, tu sais. Puis, à un moment donné, des fois, j'ai l'impression qu'on n'est plus... Puis, il y a comme, je trouve qu'on mêle les affaires des fois, tu sais, puis on prend l'inconfort comme signe qu'il y a quelque chose de mal, alors que moi, je pense que quand on est inconfortable, c'est qu'on est en train de travailler, tu sais. Quand on doute, ça ne veut pas dire qu'on a tort, ça veut dire qu'on est capable de comme, se pousser plus loin, se remettre en question. Oui. Clairement, il y a des gens qui n'ont aucun malaise, ne se remettent pas en question, ils ne vont pas changer. Mais tu as un malaise, il y a quelque chose, il y a un trouble, il y a de l'espoir. Oui, j'ai une autre question. Qui joue aujourd'hui le rôle de Martin Luther King, des figures marquantes qui ont pris la parole, qui ont changé les choses? Est-ce que ce sont les artistes aujourd'hui? Est-ce que ce sont, comme Edith tout à l'heure disait, ces jeunes entrepreneurs, artistes qui
qui brisent des portes et essaient de faire éclater le plafond de verre, puis font leurs choses, puis excellent dans leur domaine, tout simplement. Qui a repris un peu cette place-là du militant? Je pense qu'on l'a tous fait en tant qu'artiste noir, en tant que auteur, en tant que même n'importe qui qui a une volonté de faire un changement, c'est ça. Être là. Être là, être présent, être exceller, actif. être là. Ouais. Ben, parce que le legs de Martin Luther King, là, c'est l'amour et ses discours, mais tu sais, je pense que c'est quand même, il a été assassiné, là, c'est quand même un grand trauma. Je pense que c'est pas très tentant de devenir une figure de proue d'un mouvement qui était très fortement contesté. Je veux dire, Black Lives Matter, tu sais, ça a quand même été considéré un mouvement terroriste. Là. Il y a encore des gens qui pensent que c'est des terroristes, les gens qui disent hey, on aimerait ça pas mourir. Fait que c'est pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup aussi les personnes noires militantes, là, ça use le corps. Les gens meurent jeunes. Là, quand ils ne se font pas assassiner, il y a des. C'est qui la fille de. Est-ce que c'est Eric Garner? Peut-être que je me trompe. Ah, c'est terrible, je me trompe des personnes qui meurent, mais une fille d'un homme qui a été tué par la police, qui a été tellement active comme militante, et elle est morte d'un arrêt cardiaque. Elle avait, je crois, dans la vingtaine. Là, ça n'a aucun sens. C'est très, très, très épuisant. Fait que je pense que. Il y a ça aussi. C'est pas parce que nécessairement, si on entend moins ou qu'il y a moins de figures comme avant, c'est pas qu'il n'y a pas de travail. C'est juste que là, les gens, ils veulent vraiment se protéger peut-être plus maintenant. Peut-être que c'est au théâtre qu'on est le plus en sécurité, alors, de prendre cette parole-là, non? Oh! Ah, j'aime ta réaction, Sharon. Dans tout endroit, c'est sûr et certain qu'il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, puis c'est le choix de l'artiste, évidemment, de prendre ce risque-là, mais de dire qu'en sécurité, non. Non. Une parole peut très bien te revenir d'en face du jour au lendemain. Fait que, puis, ouais, moi, j'en reste là. Je vais revenir, par exemple, je pensais à ça, je me dis, est-ce que aussi Martin Luther King ou tout autre militant de cette époque-là, les moyens étaient différents. Nos moyens aujourd'hui sont... Notre reach est plus grand. Le fait qu'on ait justement... j'ai pas mon téléphone, mais un téléphone, c'est une arme maintenant. Tu peux appeler Dieu. C'est ça, joke. Mais non, mais le fait qu'on puisse simplement... Tout ce qui est sorti dans les dernières années, de pouvoir filmer les situations qui font en sorte que on ne peut plus l'ignorer, là. Vous l'avez tous vu. Vous êtes des millions à l'avoir vu. On ne peut plus l'ignorer. C'est un coup de militantisme en soi. Donc, ouais, je pense qu'il y a aussi à reparler du moyen. Le moyen qu'on continue son legs à Martin. C'est pas juste dans sa façon à lui de le faire, mais aussi dans nos nouveaux moyens puis comment on les utilise. On a 3 modèles et une reine. et je vous remercie à tous les 4 d'avoir participé à cette discussion-là. Edith Kabouya, Marie-Lou Craft, Sharon James et Didier Lucien. Merci. Et n'oublions pas que Dieu est une femme noire. Black and proud. Est-ce qu'elle est